premier rendez-vous de l'information pour le compte de cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19h45. Voici les titres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté son nouvel ouvrage. Celui-ci évoque les informations relatives aux maux qui minent le système sanitaire togolais, tout en apportant des approches de solutions. Les organisateurs de Kara Music Award, dans leur tournée de sensibilisation dans les lycées du Togo, ont fait escale le 10 novembre au lycée technique d'Adi-Dogomé. Celle-ci portait sur plusieurs thématiques comme la prévention de l'extrémisme violent ou encore les dangers des substances nocives. Et puis le 19h45, c'est aussi la politique. Le président français Emmanuel Macron promet un hommage aux Français tués lors de l'attaque du Hamas une fois que le nombre et l'identité seront rétablis. Une fois encore, bienvenue. L'Université de Lomé a accueilli le 9 novembre 2023 la dédicace de l'ouvrage du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cet ouvrage a pour titre « L'approche contractuelle dans les formations sanitaires publiques du Togo ». Plus d'informations dans cet élément de Nadine Fougui. L'approche contractuelle dans les formations sanitaires publiques du Togo est le nouvel ouvrage qui vient de paraître. Son auteur, le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo, l'a présenté et dédicacé le 9 novembre 2023 à la salle professeur Ahadi Nonou de la présidence de l'Université de Lomé. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde politique, diplomatique, des universitaires et des acteurs de la santé et de la littérature. Le document présenté est un ouvrage de 167 pages structuré en 7 chapitres contenant le cadre, le contexte et le fondement de la contractualisation, les informations, les échanges et réactions sur le projet, la mise en œuvre de la contractualisation, les résultats et des enseignements tirés de la contractualisation des hôpitaux. Il contient des tableaux et des données statistiques. Dans l'analyse critique de l'ouvrage, Dr Abevieli Abe a indiqué que le document est écrit dans un style fluide et agréable à lire. Pour lui, l'auteur fait une analyse claire des mots qui minent le système sanitaire en s'appuyant sur des faits historiques, des pensées philosophiques et des données sociales. Ces constats ont également été révélés dans leur intervention par Kani Alem et le public, dans les échanges avec l'auteur, ainsi que le professeur Kofi Viketo, qui représentait le président de l'Université de Lomé à cette cérémonie de dédicace. Ce rendez-vous littéraire se rapportant aux mots qui minent le système sanitaire du 9 novembre a été l'occasion d'échanger avec l'auteur sur son ouvrage captivant et sur les perspectives fascinantes qu'il offre. C'est la fin des dénominations groupe A, groupe B, groupe C ou D pour les écoles primaires publiques du Togo. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, le professeur Doudi Kokoroko, a pris aussi sur lui la mesure de reformer le secteur. Il a décidé de fusionner près de 200 écoles primaires publiques sur le territoire. Nadine Nofodi nous revient. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, professeur Doudi Kokoroko, a pris récemment la décision de fusionner près de 200 écoles primaires publiques. La décision concerne 74 écoles de la direction régionale maritime, 77 de la direction régionale centrale et 36 de la direction régionale savane. Il s'agit d'un arrêté signé le 2 novembre dernier qui fusionne les EPP à dénomination groupe A, groupe B, groupe C ou encore groupe D en une seule école. Désormais, ces établissements ont une structure administrative unique. L'arrêté a un effet immédiat. Il est entré en vigueur depuis le 6 novembre, date de retour du congé de détente des élèves. Le directeur des enseignements préscolaires et primaires, le directeur de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, a indiqué le professeur Kokoroko, ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques. Parlons toujours éducation et cette fois-ci en Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Tanda. Les fondations Magic System et Lonassi viennent de faire un don d'une école primaire de 6 classes au village de Kwadiokuma. L'inauguration a été faite ce week-end et c'est un don qui a pour but de contribuer à la formation des enfants. Suivant cet élément de nos confrères de la RTI. Cette école primaire qui est inaugurée ce jour dans le village de Kwadiokuma dans la sous-préfecture de Tanda est la matérialisation d'une promesse faite par le groupe Magic System aux populations de cette localité.
En effet, lors de la tournée de l'UE Magic Tour en novembre 2019, les populations de ce village avaient exprimé les difficultés rencontrées par leurs enfants du fait de l'absence d'infrastructures scolaires dans le village. Aujourd'hui, c'est donc un ouf de soulagement pour eux. Les enfants qui étaient ici le matin très tôt, parcourir 3 km pour être à TUI, revenir le soir après les cours du soir qui se terminent à 17h, 17h30. Donc souvent c'est vers les 19h qu'ils arrivent ici. En construisant cette école, la Fondation Magic System entend contribuer à l'éducation des enfants ivoiriens et aussi donner un coup de pouce à l'État. L'indice de développement d'un pays se base sur la sécurité, la santé et l'éducation. Donc en construisant une école, on permet à des enfants d'une localité d'être éduqués et surtout de pouvoir être des élites pour notre pays demain. Pour la réalisation de ce projet, la Fondation Magic System a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Lonasi. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire présent à cette cérémonie a indiqué que son entreprise accorde une grande importance à l'éducation. Aujourd'hui, c'est avec Magic System pour offrir une école de 6 classes à une localité pour permettre à plus d'enfants, à donner la chance à plus d'enfants d'aller à l'école. Ne pas donner l'argument aux parents de freiner l'éducation de leurs enfants. L'école primaire Magic System de Kwadio-Kouma, entièrement équipée en table-banc et en mobilier de bureau, comprend 6 salles de classe plus un bureau pour le directeur et des latrines. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été remis aux élèves. Du sport dans ce journal et nous parlons du Bénin. Clap de fin riche en mouvement pour la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Une édition qui s'est tenue cette année à Grand Popo. Football, handball, basketball sont les disciplines en compétition. Plus d'informations dans cet élément de l'ORTB. C'est à une finale riche en actions qu'ont eu droit les spectateurs au stade Omnisport de Grand Popo. Esaü Parakou sort gagnant de ce tournoi face à l'EST Lokossa par un score de 2-0 dans la catégorie football. Et ce sont les réalisations de Gilles Komba et de Miloud Laoubé qui offrent la coupe à cette équipe. Je suis content parce que l'année dernière, on était des vice-champions, ce qui ne nous a pas plu. Donc cette année, on est revenu en force et on a perdu notre premier match. Et c'est ça qui nous a donné la force à se réveiller. Pas trop de déception. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait. D'abord, c'est notre première et nous sommes arrivés là. L'année prochaine, nous espérons revenir plus fort. La finale du handball dames a opposé la FLAC UAC à la Flash UP. Les étudiantes d'Abomey Calavi dominent leurs camarades de Parakou 23-16. Au basketball dames, l'INEPS bat Sapienza de Parakou 69-26. Le handball homme met aux prises les étudiants de Sapienza Parakou qui ont dominé leurs camarades de l'INEPS. Score 31-14. L'événement s'est bien passé, on est heureux, on est satisfait. On a vu des jeux intéressants dans le contenu. C'était là l'objectif. J'ai hâte de voir des sportifs de haut niveau sortir de ces championnats universitaires. Mission accomplie, mes impressions sont très bonnes parce que nous avons eu des jeux vraiment totalement sains. La façon dont nous l'organisons au Bénin attire déjà la sous-région, même à l'international. On doit continuer dans ce sens afin d'impacter plus. L'objectif de ces Jeux universitaires est de révéler le talent de ces étudiantes et étudiants au public et aux recruteurs de clubs. C'est un événement de grande envergure aussi au Togo, les Kara Music Awards. Le 10 novembre, au lycée technique d'Adidogomé, les organisateurs de l'événement ont tenu une sensibilisation sur la prévention de l'extrémisme violent. Organisée essentiellement à l'endroit des jeunes, il s'agit d'une initiative de Kara Music Awards dans sa tournée de sensibilisation dans les lycées du Togo. Reportage Nadine Nofouyi et Daniel Ouatier. Le 10 novembre 2023, au sein du lycée technique d'Adidogomé à Lomé, s'est tenue une sensibilisation sur la prévention de l'extrémisme violent. Organisée essentiellement à l'endroit des jeunes, il s'agit d'une initiative de Kara Music Awards dans sa tournée de sensibilisation dans les lycées du Togo. Définie comme étant ce qui promeut, encourage ou commet des actes pouvant mener au terrorisme et qui vise à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, l'extrémisme violent devient récurrent en Afrique. Ainsi, pour promouvoir la sécurité dans notre pays,
Cette sensibilisation a vu l'intervention de personnes ressources. Sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, il est important aussi de revenir échanger avec la relève de demain qui sont les élèves. Il faut déjà leur faire part de certaines réalités à travers l'extrémisme violent dont notre pays subit actuellement au nord du Togo, en Afrique et un peu partout dans le monde. C'est eux les apprenants, c'est eux la relève de demain. Il faut dire aussi que nous avons intégré la prévention routière. Aujourd'hui, quand on sait que l'État aussi est en train de lutter pour réduire en tant soit si peu, bien sûr, les risques liés aux accidents, surtout le port de casque obligatoire pour le conducteur et l'usager. Donc aujourd'hui, il faut aussi dire que ces élèves, c'est eux nos apprenants, c'est eux qui sont sur les routes matin, midi, soir. Il faut qu'ils sachent tout simplement qu'il est important aussi d'avoir des casques, que tout le monde a pris à bras ouverts cette tournée de sensibilisation et on espère que tout ira dans de bonnes conditions d'ici la fin de cette tournée. Réunissant des jeunes d'Adi Dogomé et venus de divers horizons, elle a pour objectif d'éveiller la jeunesse sur ce qu'est l'extrémisme violent, les causes, les conséquences et son impact sur notre pays. Cette initiative, c'est quelque chose de très bon qui a ouvert l'intelligence sur certaines choses que nous ne connaissons pas. Ça, c'est quelque chose qui concerne toute la population et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter seulement au niveau des jeunes. Des choses qui se passent par exemple au nord du pays, qui n'avantagent pas les pays et le gouvernement, on a soumis des solutions. Ils ont dit qu'ils seront aptes de faire certaines choses pour nous, prendre des dispositions pour éviter cela et j'ai aimé. Toujours que cette initiative revienne l'année prochaine pour que ça avantage nos petits frères et nos sœurs, nos camarades, ceux qui vont venir après nous. Espérant voir une jeunesse africaine épanouie et consciente, de nouvelles perspectives et des résolutions sont prises en vue de lutter contre l'extrémisme violent au Togo. Quand certains élèves bénéficient de certains avantages, notamment l'accès à l'information, d'autres se voient confrontés à des difficultés. C'est le cas de certains élèves dans son petit village de Stratford, en Afrique du Sud, qui parcourent des kilomètres pour se rendre à l'école. Reportage Africa News. Tous les matins, Luanda Lali doit se rendre à pied à l'école, qui se trouve dans la ville minière de Doundé à 10 km de son village. C'est le genre d'effort que des milliers d'enfants en Afrique du Sud et des millions d'enfants sur le continent africain doivent déployer pour accéder à l'éducation dans des écoles éloignées de chez eux. Je me réveille et commence ma journée vers 4h30 du matin pour pouvoir allumer le feu. Je me baigne, ensuite je m'habille pour repartir vers 5h du matin. J'arrive généralement à l'école vers 7h et je suis fatiguée. J'ai souvent du mal à me concentrer sur ce que dit le professeur et je m'endors parfois. Quand il me réprimande, tout ce que je leur dis, c'est que je suis fatiguée. Ce trajet est particulièrement difficile en hiver. Hilali et les autres jeunes filles doivent faire face à des routes sombres et dangereuses. Traverser la brousse avant de pouvoir atteindre une bonne route. Je pense que si un enfant marche 2 à 3 km, c'est une distance acceptable. Mais elle ne devrait jamais dépasser 3 km, car beaucoup d'entre eux arrivent à l'école fatigués et en sueur. Et puis, il y en a d'autres qui ne peuvent pas monter dans le bus et sont obligés de marcher près de 20 km. Beaucoup d'entre eux ne viennent pas généralement. Ils doivent également affronter des criminels. Certains apprenantes ont été coincés et violés parce que le bus était plein et ne pouvait pas les accueillir. La psychologue Melinda Dutoit affirme que les enfants sont physiquement incapables d'étudier correctement dans de telles conditions. Ces enfants y commencent déjà très tôt, donc ils n'ont pas dormi jusqu'à la fin de leur nuit. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est que lorsque vous êtes fatigué, les neurotransmetteurs, ces choses qui doivent transmettre les messages à votre cortex préfrontal, ne fonctionnent pas. Et peu importe à quel point vous êtes intelligent, le cerveau est comme un ordinateur et il fonctionne d'une manière spécifique. Aujourd'hui, les militants font pression sur le gouvernement sud-africain pour qu'il fournisse le transport à Hilali et quelques 200 000 apprenants qui, à cause de leurs conditions de vie précaires, sont privés d'une éducation appropriée. Politique dans cette édition en France, le président Emmanuel Macron a affirmé ce lundi
sa volonté d'organiser un hommage national aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Aucune date n'est annoncée pour le moment, mais il a précisé que cet événement aura lieu dès que leur nombre et identité seront connus avec certitude. TF1. Il les a assurés de son soutien. Dès son arrivée en Israël, Emmanuel Macron s'est entretenu avec des familles de Français touchés par l'attaque du Hamas. Ce couple a perdu sa fille. Les enfants et le mari de cette femme, eux, sont toujours portés disparus. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Son fils, Erez, 12 ans, sa fille, Sahar, 16 ans, et Ofer, le père de leurs enfants, sont-ils morts ou retenus en otage? Elle assure que le président de la République lui a donné des raisons de croire que ses proches sont toujours vivants. Il ne peut pas nous donner beaucoup d'informations, mais j'ai compris que mes enfants et mon mari étaient en vie. Ça me donne de l'espoir. Je sais qu'ils vont bien et que le président fera de son mieux pour les ramener à la maison. Au total, 9 Français sont portés disparus, dont Mia, 21 ans. La semaine dernière, le Hamas a diffusé une vidéo de la jeune femme vivante. Son père garde toujours espoir après sa rencontre avec Emmanuel Macron. S'il était arrivé quelque chose de plus grave à Mia, je suis sûr qu'il me l'aurait dit. Et il ne m'a rien dit. Mia est vivante, c'est une certitude. Sur ces vidéos données par sa famille, aux côtés de Mia, son ami Elia. Lui aussi fait partie des Français disparus. Comme Eitan, 12 ans, et son père, Ohad. D'autres photos de Français introuvables sont affichées dans les rues de Tel Aviv par leur famille. Ruth, une franco-israélienne de 17 ans atteinte d'un handicap, et Orion, ici à gauche, un franco-mexicain d'une vingtaine d'années, n'ont pas non plus été retrouvés depuis l'attaque du Hamas. Culture pour terminer. Au Burkina Faso, depuis le 8 novembre, dans la ville de Bobo, se tient les rencontres cinématographiques de SIA, cinéma et construction d'une mémoire et d'une identité. Pendant 5 jours, une 60aine de films burkinabés et étrangers seront projetés. Une façon de faire la promotion du cinéma africain et de mettre en place une plateforme d'échange RTB. Un clap. Et c'est parti pour les rencontres cinématographiques SIA. Récit acte 2. Durant 5 jours, Bobo Dioulasso va vibrer au rythme de ce rendez-vous du 7e art. Une édition de 2023, placée sous le signe de la résilience. Ceux qui ont fait du cinéma burkinabé ou du cinéma de l'Afrique ont besoin que les œuvres restent de façon éternelle. Nous, notre ambition pour cette belle ville, c'est ça. Créer tout ce répertoire cinématographique. La philosophie des récits, c'est déjà que les films burkinabés soient représentatifs à 65%. Le Burkina est un pays de cinéma et donc il est important qu'une ville comme Bobo Dioulasso, qui est la capitale culturelle du Burkina Faso, puisse abriter un événement d'envergure qui permette aussi de magnifier le cinéma au niveau décentralisé. À cette soirée inaugurale, le premier film proposé aux cinéphiles, c'est Akilitan, au fil de mémoire du cinéaste burkinabé Isiaka Konaté. Une 60aine d'autres films en compétition ou hors compétition, issus des 10 pays africains et d'ailleurs, sont au menu de cette édition. L'ambition est de faire de ces rencontres cinématographiques un rendez-vous annuel incontournable sur le plan national. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez toutes nos informations sur nos plateformes et sur ecoeducation.tg. Excellente soirée à vous tous. À demain.